Toy Story 4, donc le quatrième et dernier épisode de la série des Toy Story, initié en 95. Je pense que tu l'as vu au cinéma comme moi. Dernier, on nous dit ça à chaque fois. Hein. Ah, là, quand même, la fin laisse peu de doute. On vous dira pas plus, mais laisse peu de doute sur le fait que, du moins, c'est bel et bien l'épisode final de Toy Story, en tout cas. Mais déjà, quand on regarde le 3, c'est vrai. On se dit que c'est la fin. Donc c'est... Ce qu'il y a de fou quand même, c'est de se dire que l'annonce du film, on se disait « Ah, j'espère que ce sera pas l'épisode de trop ». Et ben au final, il se démerde vraiment pas mal du tout. C'est ce qu'on va voir justement. Donc Toy Story 4, ça raconte quoi? Ça raconte donc l'histoire des jouets qui maintenant ne sont plus à Andy, mais à Bonnie, c'est ça. Et il se trouve qu'elle a du mal à s'intégrer en maternelle et finalement elle finit par crafter elle-même un petit jouet en fait avec des gougliailles et tout qui devient donc Forky, qui lui est obsédé par le fait finalement de ne pas être un jouet mais d'être un déchet, et donc il n'aspire qu'à aller vivre dans une poubelle. Le scénario part là-dessus et ensuite ils partent tous en road trip et ainsi se déroulent moult péripéties qui les emmènera notamment aux alentours d'une fête foraine, une frérie comme on dit en Charente. Voilà. C'est un terme très charentais. Mais voilà où on en est, et on va retrouver bien tout un tas de personnages, notamment la fameuse bergère Bonasse, ici en version... Bobip, je crois, elle s'appelle. Ouais, ici en version badass motherfucker, quoi. Puis avec une meilleure 3D quand même, parce que la qualité du film en le rendu est quand même, c'est incroyable. Le rendu est ouf, même si Toy Story 3 pour moi est encore très récent, et d'ailleurs a une superbe fin. Alors que pourtant l'année prochaine il aura 10 ans déjà. Ouais, non, c'est ça qui rend absolument fou. Et donc du coup, Ganesh, tu vas nous dire tout de suite ce que tu as vraiment particulièrement apprécié sur Toy Story 4. Ce que j'ai apprécié, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'à chaque fois on se dit pitié, ne faites pas la suite de trop, et ils arrivent à parler de thématiques que je ne vais pas aborder pour pas spoiler, mais ils arrivent à parler de thématiques auxquelles on n'aurait pas pensé, mais qui font effectivement partie de la vie d'un jouet. C'est-à-dire pour en parler sans spoiler, à un moment du film, ce qui se passe, c'est que les jouets sont un peu laissés à l'abandon. C'est-à-dire qu'ils sont dans un parc pas loin de cette fameuse et du coup prairie, comme tu dis. Ils n'ont pas d'enfants. Et je me suis souvenu qu'effectivement il y avait des endroits quand j'étais gamin où t'avais un G.I. Joe qui traînait. T'avais une Barbie qui traînait. C'est-à-dire que c'était des jouets qui étaient là, c'était à personne, tout le monde jouait avec et personne se barrait avec parce que voilà. Et ce côté jouet qui a besoin d'avoir un enfant pour exister, ça c'est très intéressant. Ouais, alors c'est une thématique moi qui m'a pas mal touché, et surtout en fait c'est surtout une métaphore qui est dans le film, qui est mon interprétation encore une fois, mais en fait il y a des gros thèmes dans ce Toy Story 4 que je pensais pas être abordés dans Toy Story ni par Toy Story. Par rapport, par exemple, pour moi, le 2, c'est le plus trivial, le plus mondain des Toy Story, en termes de thématique, en termes de scénario. Et pourtant, il parle quand même d'un truc au niveau des jouets qui aurait pu être adapté. Ouais, mais au niveau des jouets, aurait pu être abordé plus tard. Alors que pour moi, Toy Story 4 parle notamment de stérilité, de paternité, et vraiment, en fait, me rendre compte que un film qui est pour toute la famille, qui arrive à t'expliquer que le bonheur c'est pas forcément faire des gosses, c'est pas forcément tout à fait. On peut être célibataire et heureux, on peut être stérile ça comme et ça, heureux. Ouais, mais pour moi c'est parce qu'en fait t'as toute une dynamique. En fait je pense que quand même c'est très marqué et marquant si tu prends Toy Story comme une œuvre globale, que Woody en fait c'est finalement la seule vraie figure paternelle pour Andy, du moins lui-même s'improvise comme figure paternelle d'Andy. Et du coup le paternalise et le chapeaute et le chaperonne. Et du coup là c'est la même chose avec Bonnie, sauf qu'il est un peu hors du coup et il se demande justement quelles sont l'utilité, etc. Et bref, et il y a d'autres jouets qui eux ont d'autres problèmes, et d'autres jouets qui eux leur seule aspiration c'est d'avoir un enfant, etc. Et bref, toute cette dynamique là pour moi c'est une dynamique très parentale et qui est explorée avec une justesse et pas un cynisme, mais justement une espèce de clarté d'esprit qui est incroyable et qui est fait avec beaucoup de goût. Et du coup j'ai réussi à être surpris, mais ça je pense que c'est toi pour pareil quoi. On a réussi à être surpris par un Toy Story 4 alors qu'on pensait que le 3 avait déjà emballé ses pesées. Il avait fermé le game et tout, absolument. Exactement. Maintenant, est-ce que tu as des petits griefs par rapport à ce film, ou est-ce que Alors les griefs que j'aurais, ce serait je pense par rapport à la VF que je n'ai pas vu. Ah ouais. Sachant que Ducky et Fluffy, non, je sais plus comment ils s'appellent. Ouais, c'est ça, Fluffy et Ducky je crois. Ils sont doublés en VF par Franck Gastambide et Jamel Debbouze.
que je ne vois absolument pas comme étant relevant comme des voix pour les gosses en fait. C'est-à-dire que limite j'aurais plus vu Big Flo au lit, ça aurait mieux parlé pour moi, tu vois. Effectivement, surtout Jamel pour toute la Debbouze, famille. C'est bon, il n'y a pas H sur Canal Plus en ce moment quoi. Bah déjà, mais en VO c'est Key and Peele, tu vois. Ouais. Donc limite Gringe et Aurel, ça aurait pu être stylé. Bah, peut-être plus dans l'air du temps, mais après voilà, ils sont bankable sur le coup, mais dans un dessin animé, peut-être certainement, enfin je pense pas. Duke Kaboom en VO, c'est Keanu Reeves, qui est cool parce que c'est... En fait je sais pas s'il est cool parce que c'est Keanu Reeves ou s'il est juste cool parce que c'est bien joué. Bah, de toute façon en ce moment, même j'arrive pas à dire, Keanu Reeves qui filme son caca, ce serait cool quand même. C'est ça, tout le monde applaudit. Bref. En tout cas, le personnage est plutôt intéressant, mais tout comme... en fait, moi, le seul problème que j'ai, c'est pas du tout par rapport à la VF ou quoi que ce soit, c'est que je trouve que, malheureusement, par rapport au 1 ou au 3, le 2, pour moi, il est quand même... Il est vraiment à part quoi. Mais en tout cas par rapport au 1 et au 3 je trouve que la variété des décors laisse un petit peu à désirer, alors que c'est le dernier, c'est celui avec la technologie la plus avancée et ils se sont rabattus sur un rendu extrêmement bon, on n'est pas non plus dans le photoréalisme, mais il y a des textures très très bien foutues, la lumière est totalement dingo. Tout à fait, le RT, qualité de la porcelaine, le ray tracing sur la porcelaine et tout, c'est totalement fou sur la bergère. Sur le triple mouton là, il est stylé. Ouais, non, le rendu est dingue. Mais par contre voilà, on est quand même cantonné à la fête foraine, le truc d'antiquité et puis un peu la caravane, mais genre le bac à sable, mais genre c'est rien de nouveau en fait. Pour moi c'est pas voilà, il y a pas ce côté grande aventure, grande épopée comme beaucoup de Disney qui en font des caisses, même si justement c'est aussi la beauté de ce qu'arrive à faire Pixar. Je comprends, c'est vrai que le 3 il y avait des décors qui étaient nouveaux en fait. Ouais voilà, il y avait le côté un peu plus, il y a rien de transcendant. Donc en fait l'aventure sur le papier est peut-être un peu plus un peu moins marquante visuellement, mais par contre elle est faite avec plus de minutie et plus de soins sur le rendu, mais quand même moins d'ambition dans les décors. Il y a plein de petites blagues cachées, notamment le moment où il y a un des G.I. Joe, je sais plus comment il s'appelle, qui essaie de faire un high five à Woody et qui n'y arrive pas. Ça c'est tout un tas de petits trucs et d'autres choses que je n'ai pas vues. Mais c'est vrai que et bien fichu. Ce qu'il y a d'assez bizarre, c'est que n'importe quel personnage comme Bo, Beep, donc la bergère ou même Woody, il se déplace comme n'importe quel personnage se déplacerait. Et donc en fait, ils ont des membres qui vont dans tous les sens. Alors que il y a quand même un mouvement des bras de comment il s'appelle, de Duke Kaboom qui fait en sorte que tu crois encore plus que c'est un jouet, parce qu'il est vraiment comme ça, genre il est vraiment plus. Ouais, c'est vrai, il y en a ils sont contraints par leurs articulations, alors qu'il y en a d'autres qui n'ont techniquement rien. Ils sont pas rigides et pourtant ils arrivent à bouger. Depuis le premier jour, depuis 95, tu sais que, enfin, tu sais que Woody peut pas tenir sur ses jambes. Ne peut pas se mouvoir comme ça. Tu sais qu'un personnage comme comment il s'appelle, Buzz, c'est pas non plus une figarte. Il peut pas vraiment bouger dans tous les sens. Buzz qui reste peut-être un petit peu. Je trouve que finalement tous les autres personnages font plus jouets que ceux qui sont censés être déjà des jouets de base. Je comprends ce que tu veux dire. Le design de Forky arrive à être assez cool. Par contre, je trouve que Buzz est vachement en retrait sur ce film. Donc les fans de Buzz l'éclair vont peut-être un petit peu déchanter, même s'il est bien fichu et tout, mais c'est d'autant, voilà, on va pas encore une fois vous spoiler le déroulement, il y a jamais de spoil dans c'est-à-dire que là, à ce niveau-là, Buzz relégué à ce point-là au niveau de personnages secondaires, c'est limite oublier l'importance qu'il a dans le principe de Toy Story même. Exactement. Et ça c'est vrai qu'après coup c'est un peu gênant, parce que tout se déroule autour de Woody et de Forky finalement. Et Buzz, il est, enfin je sais pas. Buzz, je crois qu'on le voit moins longtemps que Duke Kaboom dans le film. Bah ouais, malheureusement. Je sais pas, peut-être que le doubleur il avait moins de temps aussi. Enfin, tu sais, des fois il réécrivent le film. Enfin, voilà. Du coup, petite conclusion sur Toy Story 4. Eh bien, pas aussi, je dirais, mémorable que le 3 sur certains points, mais qui arrive quand même à être surprenant. Il y a moins le roller coaster d'émotion, ça je suis d'accord, parce que le 3 est vraiment tellement bien fait, tellement engageant, tellement bien rythmé. Le 3 ça aurait dû être le 4 en fait. Bah, peut-être un peu, peut-être un peu, mais en tout cas, bon voilà, en termes d'écriture, ils ont trouvé ce concept là dans le 4. Et le dénouement du 4 reste un beau dénouement, un bel, malheureusement, hein, il parle vraiment sur une fin. Mais bon, il y avait une fin déjà dans le 3. Oui, voilà, c'est ça. Mais on va dire que là, la fin, elle arrive à être satisfaisante, même si le pincement au cœur, il est totalement présent, mais c'est vrai que l'aventure a été quand même moins palpitante globalement que le 3. Et s'ils annoncent un 5... Voilà, mais par contre les thèmes restent
quand même globalement assez mature, surtout si vous reprenez le temps un petit peu d'analyser ce que ça veut dire pour le jouet, à quel point ils sont amputés quand ils ont un enfant, quand ils n'ont pas d'enfant, quand ils en veulent un, quand ils sont déçus, etc. Voilà. Mais tout ça, c'est... Justement, s'ils annoncent un 5, là ce sera difficile de ne pas se dire la suite de trop en fait. Ouais, ils sont allés... Parce que là, en vrai, par contre, ils nous ont vraiment surpris. Mais je trouve quand même moins bien que le 4, moins bien que le 3. Mais ça reste un très bon film, mais je pense qu'il est pas non plus dans les instant classiques. Je le mettrais quand même devant le 2, largement, donc je pense que je ferais... Pour un numéro 4, c'est quand même très... Par contre, c'est un miracle, oui voilà. C'est un miracle d'être aussi bien, quoi. Exactement. Voilà. Mais ça aurait dû être un 3. Exactement, comme j'avais lu, je crois, mieux, un tweet de l'âme chez JVTV qui disait « Toy Story 4, je trouve pourtant moins bien que le 3, mais ça fait tellement du bien d'aller voir ça au cinéma et de voir que même quand ils sont pas au top du top, ils sont... largement au-dessus de tout clairement. Ce qui se fait en animation, etc. C'est du très bon, mangez-en. Toy Story 4 de toute façon, c'était une valeur sûre. Spider-Man Far From Home, le Spider-Man 2 finalement, donc le 3e Spider-Man 2, mais cette fois estampillé Marvel. Oui. Du coup c'est un 5e film Spider-Man. Voilà. Non, attends. Non, c'est le 7e. C'est le 7e. Et si on compte Spider-Man Into the Spider-Verse, ça fait 8e. Voilà, mais du coup, bon, c'est le 2e de la saga MCU. Voilà. Et en plus, c'est le premier film qui fait suite directement à Avengers Endgame. Donc si vous n'avez pas vu Avengers Endgame déjà, on peut même pas vous spoiler. C'est quand même surprenant si vous êtes sur le cette chaîne. Synopsis. Mais bon, on va pas non plus spoiler forcément le synopsis. Mais bon, toujours est-il que Spider-Man, donc Far From Home, arrive avec de grosses chaussures à remplir pour le personnage de Peter Parker, mais aussi en tant que film, parce qu'il faut redémarrer maintenant tout un cycle MCU et redonner envie aux gens d'aller voir du Spider-Man standalone, surtout après un film d'animation qui avait vraiment baisé le game. Donc il prépare un 2 d'ailleurs. Donc qu'est-ce que, ça va donner Far From Home? On regarde ça tout de suite avec Ganesh 2. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé du synopsis? Alors, le synopsis, on va dire, pour ne pas spoiler, c'est que Nick Fury essaie de rentrer en contact avec le jeune Peter Parker, qui lui est en train de vivre un road trip vers l'Europe. C'est comme ça que les Américains appellent tout ça. Qui va donc passer par Venise, qui va se passer par Prague. Du coup, ils font vraiment leur voyage de vacances. Donc Far From Home, c'est ça. Hein, ouais, c'est ça, c'est Spider-Man Europe. Il va y avoir des monstres qui sont des élémentaux. Ouais, voilà, il y a des espèces de monstres bizarres chelous. Mais qui seront pour Spider-Man impossibles à battre, mais il y aura un fameux Mysterio qui va venir et qui va dire « Ah, c'est bon, moi je viens d'un multivers. » Et puis ce qui se passe, c'est que eux, je les ai déjà tués. Mais du coup, je peux vous aider à les battre et puis voilà. C'est ça. Voilà. Et forcément, rien ne va se passer comme prévu. Voilà. Du coup, vite fait, Ganesh, qu'est-ce que tu retires de ce film en termes de qualité? Qu'est-ce qui t'a vraiment surpris là-dedans? Ce qui m'a vraiment surpris dedans, c'est que, en fait, ça arrive à être un film de super-héros sans tant que ça voir des super-héros. C'est-à-dire que y a une grosse, je dirais, une grosse partie sur le côté limite, enfin, c'est limite les soudeux en vacances, tu vois, genre, il y a toute une thématique de groupe avec, je sais plus comment il s'appelle son pote à Peter, Ned, qui du coup, c'est pas du spoil, mais il s'assoit à côté d'une meuf dans l'avion, et du coup ils sortent ensemble durant toute la durée du ça c'est très très rigolo. Il y a MJ, donc Jane, il me semble, qui du coup voyage aussi, il y a d'autres personnes, enfin... Les profs arrivent à être très très drôles, notamment il y a un running gag avec un qui va toujours dire que non, c'est des sorcières et tout, enfin c'est limite plus un film de vacances finalement. Oui, il a ce côté feel good, je suis d'accord, qui d'ailleurs, comme j'avais dit à mon pote avec qui j'étais parti le voir, tu sais qu'à certains moments, c'est pas du studio fond vert, ils sont vraiment dans certains endroits, tu vois. Alors que bon, c'est vrai qu'ils peuvent avoir des gigantesques studios, mais les moments notamment où ils sont à Venise, tu sais qu'ils y sont allés, quoi. En tout cas, tu voyages dans ce film. Voilà. Et donc, ça sort un peu de la chienlit new-yorkaise, et ça fait du bien par rapport... Pour une fois, ça fait du bien, surtout par rapport au Spider-Man d'avant, qui était assez en mode taxi, Manhattan, avion... Voilà. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que Jake Gyllenhaal est ultra classe. Le design de Mysterio est quand même vachement bien fait. Alors que quand on regarde, que ce soit le dessin animé ou la BD, le principe de Mysterio, c'est un perso que j'attendais pas du tout, quoi.
le principe de Mysterio, c'est limite juste un Edward Nygma, mais avec des effets spéciaux, quoi, tu vois. Les FX d'ailleurs sont très classe. Les FX dans sont ce très film, bien. Franchement, la qualité est vachement au rendez-vous. Et je trouve que en termes de prod, ils ont vraiment mis les petits plats dans les grands. Surtout par rapport au Spider-Man Homecoming qui était assez chiche, j'ai trouvé, en termes d'aventure et tout. Il y avait ce côté un peu Ant-Man, tu vois, genre en mode Marvel du samedi soir pluvieux, quoi. Alors que, eh bien, ce Spider-Man Far From Home, lui, a pas du tout ça. Il a totalement ce côté film Marvel de luxe, gros muscles, nanana. On y va à fond la caisse. Du coup, il me donne ce goût d'un Thor 2, d'un Iron Man 2, où vraiment, c'était pas le Marvel de transition pour voir d'autres films, etc. Non, c'est du lourd. Et ça fait plaisir de voir que en termes de péripéties, ouais, franchement, le timing humoristique est plutôt bien fichu, les dialogues, la dynamique bien sûr avec tous les adolescents et toute sa vie d'adolescent. Des fois, alors il y a quand même des passages un peu trop kikoulol qui m'ont un peu cassé les couilles personnellement, mais c'est très vite oublié parce qu'il y a tellement un tourbillon de péripéties, ça ne s'arrête jamais, ça va toujours de mal en pis, etc. C'est plutôt bien fichu et il traite encore cet éternel dilemme de Spider-Man qui n'arrive pas à gérer sa vie privée, sa vie publique, qui était hyper bien fait dans les films de Sam Raimi. Là, je trouve qu'il se trouve quelque chose d'assez sympa à lui faire faire. C'est revenu alors que finalement dans les Amazing, il n'y avait pas du tout ça. En deux films, t'avais pas du tout ça. Amazing, au secours, quoi, quelle blague. Du coup, pas trop mal vis-à-vis de ça, même si voilà, j'ai 2-3 petits points négatifs quand même à relever sur ce Spider-Man. Finalement, je l'ai trouvé, encore une fois, pas assez serious business. Alors qu'il se passe des trucs hyper graves, et pourtant j'ai trouvé que le ton faisait un peu trop le yo-yo. C'est-à-dire que des fois, vraiment, c'est des dangers de vie ou de mort et tout. Puis tout de suite après, ça refait des blagues où ça fait des timings où il y a peu de musique, où tu vois, on se retrouve dans un contexte un peu plus qui prête à sourire. Alors que tu vois, le mec il va sortir, il est à moitié mort et pourtant tout de suite, ça fait des blagues sur hey, tu dragues pas Badaron au MDR quoi. Mais je trouve que ça s'en sort bien. Mais le film arrive à totalement bien jongler avec ça. Ça m'a juste un petit peu personnellement cassé les couilles. Particulièrement cette fameuse scène là dans le bus avec ses lunettes. On vous spoilera pas, mais ça m'a un peu cassé les couilles. J'ai trouvé, il y a des passages un peu trop, c'est un peu trop les pierres à feu là. Je vois pas en plus à quoi elle sert vraiment cette scène. Elle sert pas à grand chose, à part à te montrer ce que c'est la puissance de l'artefact. Par contre d'incroyable, c'est que ils arrivent malgré tout à être très surprenants dans leur choix. C'est-à-dire que quand on a vu les premières images de ce fameux Spider-Man noir, on s'était dit oh là là super, il va y avoir des multivers du coup par rapport à ça. Ouais. Et alors en fait, très bien fait, ça c'est très bien fait, le teasing du film. Ça c'est plutôt bien fait parce que on se crée tout un tas d'idées et c'est encore autre chose et c'est bien. Ouais, et c'est pas la première fois d'ailleurs que Marvel te mystifie avec des bandes annonces, du pitch de la com. Tout à fait. Et du coup ça c'est fait avec pas mal de brio finalement. C'est juste que voilà. J'ai pas grand chose de mal finalement à le dire, hein. C'est plutôt un bon film d'ailleurs, et même dans le très haut du panier Marvel, et moi ça va être ma conclusion, c'est qu'on est franchement dans le haut du panier de cette cuvée Marvel. Encore une fois, vous êtes allergique à Marvel, n'allez pas voir ce film, ça sert à quoi? C'est le 21ème, je vais pas essayer de vous convaincre, mais par contre, très bon Spider-Man, totalement l'ADN Spider-Man. Tout à fait. Une belle écriture d'un personnage assez vieillot qui est le méchant de Mysterio là, et voilà, le film n'est pas frileux et en plus la fin ouvre sur pas mal de schnapps qui donnent envie d'aller tout de suite retourner au cinéma pour voir la suite de ces aventures là, sachant que il y a bien sûr deux séquences, non pas une mais deux séquences post-génériques. Restez vraiment jusqu'à la toute fin. Et la toute dernière, en fait, commence à faire un peu péter les synapses de votre imagination, quoi. Tout à fait. Moi, je dirais c'est un bon rendez-vous, quoi. C'est un très bon Spider-Man dans le sens où il maintient le tout en même temps, c'est-à-dire pas mal de passages super-héros, mais Spider-Man c'est aussi une vie de famille, une vie d'ado, un ado, finalement. C'est ça. Donc il y a un côté très je vais pas dire John Hughes non plus dans ce film, mais une vie d'ado, tu la vois pour de vrai quoi. C'est-à-dire que non mais non mais si, il y a un petit peu. Il a ses doutes, il se promène, enfin. Ouais, il a ses priorités c'est vrai que le film arrive à bien mettre en exergue le fait que des fois quand t'es ado, on peut t'expliquer un truc genre tu vois, nanana, c'est le 11 septembre et t'en as rien à foutre. Tu vois, genre t'es là genre mais non mais attends, mais genre machin m'a mal parlé hier soir. Mais il faut que je rende mon devoir pour demain, on s'en fout que c'est la fin du monde. Et les problèmes, il arrive bien à juxtaposer les problèmes d'ado avec les problèmes de super-héros, et ça c'est plutôt bien fait, même si voilà, le film demande par contre
pour moi il y a quelques trous de scénario machin genre. On peut pas les dire sans. Est-ce que tu t'es fait des fois le film se mystifie lui-même un petit peu dans tout cet imbroglio. Ce que je voulais dire c'est que le film demande quand même d'être un petit peu indulgent en termes de scénario, alors que justement il est basé avant tout quand même sur le show and tell, le mystère un petit peu, d'où le méchant Mysterio. Mais en tout cas, franchement, très très bonne movie going expérience. Très bon Spider-Man. D'ailleurs, si le but, et je pense que c'est le cas, est de faire de Spider-Man le leader des Avengers, nouveau leader, ouais. Je pense que c'est un très très bon début. Parce que du coup, ça se passe bien. On le voit prendre ses galons, voilà. Moi, je trouve que je sais pas si c'est une direction que j'applaudis spécialement, qu'ils veulent à ce point-là en faire un flagship, alors qu'en plus ils doivent partager les droits avec Sony, etc. Quoi. Mais en tout cas, par contre, ce qui est sûr, c'est que il est bien ancré dans. C'est que là, il est totalement marque, là, ancré. Voilà. Ils ont juste tous de la chance que après Endgame, ils soient tous au lycée en même temps, pour ceux qui savent. Voilà. Écoutez. C'est le coin critique est terminé. Pensez à vous abonner notamment à la chaîne de Yannej2, bien sûr. Il a fait une reprise de Mirador sur sa chaîne. Tout à fait. Et puis nous, on se retrouve bien sûr sur Benzaï Live et sur Benzaï TV.